pour vraiment être bien dans l'ambiance et pour vous réveiller exceptionnellement, je vais mettre ça. Alors c'est un exceptionnel. Voilà. C'est une veste. Voilà. Sortez les appareils photo parce que c'est vraiment unique. Et donc ça, c'est une veste que j'ai achetée à un artisan amérindien et que je mets quasiment jamais. Donc je me suis dit avant de venir, mais il faut que je l'emmène parce qu'après tout, c'est peut-être l'occasion de faire honneur aux Amérindiens. Donc je l'ai acheté sur un salon. Il y avait une grande foire qui était destinée à l'Amérique, à Cournon d'Auvergne. Et il y avait un exposant amérindien qui était artisan et il faisait tout un tas de choses comme ça. Donc voilà. Donc si j'ai pas trop chaud, je la garde jusqu'au bout. Les Amérindiens, dernière civilisation d'astrogéomètres. Alors, avant quand même, qu'est-ce que c'est astrogéomètre, astrogéométrie? Même si la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu ce mot. À l'origine, la première fois que ce mot est employé à ma connaissance, c'est à la fin des années 70, dans un petit magazine qui s'appelait Association archéologique Kergal, en Bretagne. Et c'est une association qui faisait des recherches sur les mégalithes bretons et qui a été active pendant une quinzaine d'années. Et ils ont édité une vingtaine de revues qu'on peut trouver encore d'occasion sur Internet. Et dedans, c'est des travaux précurseurs et Howard Crowhurst va faire partie de cette association à la toute fin où elle va exister. Il va la reprendre à un moment donné parce que les personnes qui s'en occupaient sont assez âgées et arrêtent leur activité. Et lui, il va reprendre l'activité et il va développer ensuite tout ce travail qu'ils avaient déjà entrepris. Et donc, astrogéométrie, globalement, c'est l'idée que les anciens, ils orientaient les temples en fonction de paramètres astronomiques, donc la Lune, le Soleil ou des étoiles, et en intégrant dedans des paramètres géométriques. Ils faisaient coïncider de la géométrie avec l'astronomie. C'est ça le concept. Et donc forcément, s'il y a de la géométrie, il va y avoir forcément de la métrologie avec une unité de mesure. Donc quelque part, c'est un petit peu une sorte de branche de ce qu'on appelle généralement l'archéoastronomie, sauf qu'il est très clairement identifié qu'il y a des paramètres géométriques à l'intérieur. Les Amérindiens, c'est quand même une civilisation qui n'a pas tout à fait disparu, puisqu'en réalité, il y a encore des Amérindiens qui tentent de conserver leur tradition. Et ils ont quand même énormément souffert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas laissé de traces d'écriture. Tout est oral. Voilà, tout est oral. Et dans les témoignages qu'ils ont communiqués au cours de leurs échanges avec les colons qui sont arrivés d'Europe, que ce soit des Espagnols, que ce soit des Anglais ou des Français, il y a eu énormément de discussions et d'échanges, mais absolument rien sur leurs connaissances les plus secrètes, que je vais tenter de vous montrer ici. Les Amérindiens, donc en fait c'est les Indiens d'Amérique. Moi quand j'étais enfant, pour moi c'était les Indiens. Je fais ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le terme parce que on n'est pas en Inde, on est bien en Amérique. Et en fait c'est un peuple qu'on connaît assez peu parce que justement, comme on disait, il n'y a pas d'écrit. Et tout ce qui nous en est retranscrit, quelque part, c'est sous le prisme du colonialisme. C'est les gens qui ont colonisé, ils ont beaucoup décrit comme étant un peuple quand même plutôt civilisé, avec des pratiques un peu barbares, sans conscience politique, sans rien de tout ça. Et pourtant, la réalité historique, c'est qu'ils furent, et ça c'est important, j'ai découvert il y a quelque temps dans un bouquin que je vous présentais après, ils furent le catalyseur de la révolution intellectuelle en Europe à la fin du XVIIIe. Et ça, c'est à travers des ouvrages qui ont été publiés par des gens qui sont allés discuter avec les Indiens, qui ont écrit des bouquins où ils témoignent de leurs discussions sur tous les sujets, spiritualité, science, politique, etc. Et au cours de ces discussions, il y a des textes qui sont retranscrits avec une critique très sévère de la part des Amérindiens sur la société occidentale. Et ces textes ont circulé en Europe, et tous les intellectuels du siècle des Lumières, Rousseau, Voltaire, tout ce que vous voulez, ont tous lu ces bouquins. Ils ont été traduits dans plein de langues en Europe, ils ont circulé. Il y a eu des pièces de théâtre qui ont joué ces discours-là. Et ces textes, ils ont vraiment nourri un regard extrêmement critique sur la civilisation occidentale. Et il y a des historiens, des anthropologues qui ont vraiment travaillé là-dessus et qui affirment qu'ils sont à l'origine de la révolution intellectuelle qu'on a vécue, nous, en Europe, qu'on considère être une révolution attribuée à nos intellectuels.
mais elle vient peut-être bien des Amérindiens. Et je vous donnerai quelques exemples. Alors, les Amérindiens, c'était des orateurs absolument redoutables, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ils étaient extrêmement empreints de bon sens et ils ont déstabilisé très très souvent les gens qui ont voulu discuter avec eux. Alors, je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, il y avait plein de jésuites ou des gens qui sont venus pour évangéliser les Amérindiens et leur expliquer que il fallait qu'ils deviennent chrétiens, etc. Et pour justifier ça, souvent, ils utilisaient leurs livres, la Sainte Bible, etc. Et il y a des Amérindiens qui systématiquement leur faisaient la remarque, mais on ne comprend pas si vos saintes écritures ont été données par le Grand Esprit, pourquoi nous, on n'a pas reçu les saintes écritures? Évidemment, c'était hyper déstabilisant, quoi. Et donc, ils ont systématiquement beaucoup de bon sens et ils ont amené des contradictions qui ont été très très dures à encaisser pour les colons. Et la critique qu'ils ont amenée est vraiment très très forte. Donc par exemple, parmi les choses, si on pouvait décrire ces gens-là, contrairement à ce qu'on pense, ils avaient une très très grande conscience politique. Et c'est pas parce qu'ils vivaient en tribu, sans a priori état hiérarchique, sans monnaie, qu'ils n'avaient pas eu des multiples expériences politiques et qu'ils n'avaient pas en réalité fait un choix volontaire de vivre comme ça. Et même la démocratie est largement inspirée de leur mode de pensée, parce que dans la plupart de ces tribus, les décisions, pour vous donner des exemples, elles n'étaient pas prises par une élection où on dit si on n'a plus de la moitié qui sont pour une décision, on prend celle-ci. La plupart du temps, il fallait que ce soit l'unanimité, tout le monde, parce qu'ils considéraient que s'il y avait 2 tiers, 1 tiers, quand même, ça voulait dire que 2 tiers faisaient violence à 1 tiers qui n'était pas d'accord. C'était des gens qui avaient vraiment une conscience politique élevée. Et par exemple aussi, quand je mets une liberté individuelle sans hiérarchie coercitive, ça voulait dire que souvent il y avait des chefs, des sages, alors ils parlaient, ils étaient écoutés, puis ils disaient après, j'ai parlé. Mais pour autant, si on ne faisait pas ce qu'ils demandaient ou ce qu'ils proposaient, ce n'était pas grave. On n'était pas obligé de se soumettre à leurs propositions. Il n'y avait pas vraiment quelque chose qui t'obligeait à le faire. Tu n'étais pas obligé de suivre en fait une recommandation d'une personne considérée sage ou autre. Donc c'est des particularités en fait qu'on sous-estime énormément. Et toutes les critiques qu'ils ont apportées, elles ont énormément nourri en fait tous les débats philosophiques qu'on a eus au XVIIIe siècle. Chez eux, le concept de liberté, c'était quelque chose d'un peu abstrait quand il y a eu des discussions là-dessus. La liberté, ça leur paraissait abstrait parce qu'ils ne considéraient pas du tout que les Européens étaient libres. Parce que pour eux, liberté, c'était plutôt autonomie. Ils considéraient qu'eux étaient libres, parce que eux, s'ils décidaient de partir de leur village pour aller voyager, pour aller loin, ils trouvaient toujours d'autres groupes pour les accueillir, pour les nourrir, sans rien en échange. Il y avait une vraie liberté, parce qu'ils pouvaient circuler librement. Et ils faisaient la remarque que dans les sociétés occidentales, si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu ne peux pas circuler. Et donc pour eux, la notion de liberté, c'était quelque chose d'un petit peu qui n'avait pas de sens. Et pour eux, ce qui était le plus important, c'est l'autonomie. Pour eux, si vous êtes autonome, vous êtes libre. Si vous pouvez vous déplacer sans aucun problème, vous chauffer sans aucun problème, vous nourrir sans aucun problème, vous soigner sans aucun problème, sans que rien soit payant, pas de monnaie, ça, c'était pour eux une vraie liberté. Et donc pour eux, la notion d'autonomie était au-dessus de cette notion de liberté, qui était un concept un petit peu abstrait. Et donc évidemment, l'autre exemple, c'est qu'il n'y avait pas de monnaie. Et c'est pas parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour le concevoir, c'est juste que clairement, ils ont dit que la monnaie, dans des discussions qu'on peut relire, ils expliquent que la monnaie, c'est quelque chose qui est ce qui va amener petit à petit à la destruction de la civilisation. Ils disent souvent, ce qui vous fait défaut dans les peuples occidentaux, c'est qu'il y a le tien et le mien, et que ça, c'est ce qui vous divise. Voilà. Donc il y a tout un tas de textes comme ça qui sont retranscrits dans un bouquin que je vous mets juste ici, que j'ai lu 2 fois, tellement il est passionnant. Donc c'est écrit par un anthropologue, qui est décédé, David Graeber, donc c'est le monsieur qui est à droite, et puis David Wengrow, qui est un archéologue. Et ils ont fait un bouquin qui est vraiment passionnant, qui est très subtil,
qui est long à lire. Hein. Moi, j'ai mis quelques mois à le lire et j'ai surligné plein de passages. Régulièrement, je reviens. Et c'est un travail de fond extraordinaire. Et ils prennent beaucoup d'exemples, effectivement, issus de l'Amérique, même s'ils s'intéressent à plein de civilisations de par le monde. Comme ils sont tous les deux américains, forcément, ils ont énormément d'exemples à donner qui sont empruntés aux Amérindiens. Donc, c'est un livre que je vous encourage à lire si vous êtes motivé. C'est pas très dur, mais c'est très subtil. Très subtil, donc il faut des fois relire les passages pour voir où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc voilà, et notamment dans leur ouvrage, ils montrent que les origines de la démocratie étaient déjà bien présentes chez les Amérindiens et que les intellectuels américains ont aussi emprunté ces concepts démocratiques. Et ils expliquent aussi que le fiasco du système actuel, mais ça je vous laisserai le découvrir si vous lisez le bouquin, c'est clairement parce qu'on a voulu plaquer toute une sagesse amérindienne sur un système, mais on en a voulu en prendre que ce qui nous arrangeait, sans changer vraiment la structure, quoi. Donc la structure de ceux qui étaient les plus puissants, qui avaient toujours du pouvoir et la richesse, quoi. Donc bon, je vous laisserai découvrir ça si vous avez l'occasion de lire ce bouquin. Mais dans ce bouquin, il y a des éléments très intéressants qui vont nous amener justement à l'astrogéométrie, parce que c'est Simon Ferrandou donc, qui m'en a parlé. Alors Simon Ferrandou, c'est un ami qui est poète et chercheur aussi, sur plein de sujets. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, je suis en train de lire un livre. Il dit, tu devrais le lire, il y a un passage intéressant où ils expliquent que les Amérindiens avaient conçu au néolithique des tumulus, et apparemment, ils avaient utilisé des systèmes modulaires, géométriques, avec des unités de mesure, etc. Et il me dit, ça me fait penser à ce que tu fais. Et il m'a dit, tu devrais t'intéresser à ça. Donc du coup, j'ai acheté le bouquin, j'ai lu le livre, j'ai trouvé le passage en question, et je suis allé ensuite lire en question l'étude de cet archéologue qui explique ses observations sur les tumulus amérindiens du néolithique. C'est encore plus ancien que la fin de l'extinction amérindienne, quoi. Donc voilà un petit peu pour introduire le sujet des Amérindiens. C'est un sujet que je trouve passionnant et intéressant. C'est un peuple... un autre livre que je pourrais vous recommander, c'est, qui se lit facilement, c'est Pieds nus sur la terre sacrée. Peut-être que vous connaissez. C'est des discours amérindiens qui ont été récupérés, qui sont souvent du 16e, 17e, 18e siècle, quoi, de chefs amérindiens, de femmes amérindiennes, etc. Et donc c'est intéressant, très intéressant à lire. Donc on va rentrer un peu dans le sujet. Je vais vous faire découvrir quelques sites amérindiens. Alors, on va avoir des sites amérindiens qu'on va découvrir, parce que les Amérindiens, ils vivaient dans les tipis, oui, certes, par exemple, mais ils ont par contre construit des choses. Ils étaient souvent nomades ou semi-nomades, et pourtant, ils ont bien laissé des constructions, et ils n'ont pas tout le temps été nomades. Il y a eu des civilisations amérindiennes qui se sont installées, qui ont fait des villes, avec des structures de villes, des temples, etc. Ça n'a pas duré éternellement, ça a disparu, puis ils sont revenus à des modes nomades. Donc tout ça, on le découvre beaucoup dans le livre que je vous ai présenté avant. Et donc je vais vous présenter le temple du soleil du Mesa Verde, qui est daté environ du Moyen-Âge. On pourrait considérer que c'est l'époque moyenâgeuse pour nous. Je vous montrerai également Chaco Canyon, qui est à peu près de la même période. Et on va regarder deux choses beaucoup plus anciennes. C'est Caney Mound, en Louisiane, qui est moins 1700 environ, et Poverty Point, en Louisiane, qui est occupé dès moins 3700. Donc voilà 4 sites majeurs à regarder. Ça, peut-être que ça vous dit quelque chose, cette photo. On voit ça dans des films, dans des bandes dessinées, très particuliers, avec ici donc une construction d'un village. Vous voyez, c'est pas des tipis, c'est pas des tentes, c'est vraiment une construction en pierre. Et c'est abrité sous une sorte de falaise avec un abri naturel. Et une particularité qui est très fréquente chez les Amérindiens, c'est qu'ils utilisent énormément des structures rondes comme vous avez là. Donc ces ronds-là, ça s'appelle des kivas. Et il y en a énormément dans l'architecture amérindienne. Et en face de ce petit village, sur le sommet du plateau, donc sur les plateaux, donc la partie bien visible, il y a un temple qui s'appelle le Temple du Soleil. Alors il est appelé comme ça aujourd'hui. Donc celui-ci, vous le voyez ici, il est composé d'une sorte d'enceinte avec des kivas, donc des structures circulaires à l'intérieur. Et il a été étudié par des archéologues américains. Et en 2017, il y a un article qui est sorti dans une revue d'archéologie
Voilà, je vous ai mis la référence en dessous, Journal d'archéologie et de sciences en 2017. Et dans cette revue, l'article est très intéressant parce que les auteurs expliquent que cette structure est construite en utilisant des principes géométriques tels que, alors, Golden Rectangle, le nombre d'or, le triangle de Pythagore et des triangles 60, 30, 90. Il s'agit de triangles en degrés en fait. 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Ça veut dire racine de 3. Et donc, ils suggèrent, enfin, pas ils suggèrent, c'est ils constatent par leur étude que ces principes géométriques sont intégrés au temple. Alors moi, je trouvais ça intéressant, j'ai gardé ça sous le coude pendant longtemps. Alors le schéma, vu comme ça, il n'est pas évident à comprendre, il est un peu... voilà, donc je vais vous le simplifier énormément pour vous montrer un peu comment ils en sont arrivés là. Donc on repart de zéro, on repart avec la structure vierge, j'ai un peu surligné en gras les kivas. Alors il y en a une autre à l'extérieur de l'enceinte, ici sur la droite. Et donc leur observation, elle part du principe que la largeur de cette structure, qu'ils ont mesurée, sur le terrain, ils sont allés sur le terrain, ça part d'un carré, en fait, qui est borné par les bords des deux kivas ici, donc la distance entre les deux bords des kivas et la largeur de l'enceinte, ça fait un carré. Donc ils sont partis de là. Et ensuite, ils ont constaté que si on prolongeait ici, on avait un rectangle d'or. Donc ça, c'est des observations qu'ils ont fait sur le terrain, en mesurant le bâtiment. Et puis après, ils ont fait un autre constat. Bon, ils ont constaté qu'on pouvait dupliquer de l'autre côté presque à l'identique, et qu'enfin, les centres des deux kivas ici, avec l'autre point ici qui est marqué avec la petite croix, formaient un triangle 3, 4, 5. Il y a d'autres éléments qu'ils ont identifiés, mais qui sont un peu plus complexes, et donc je ne vais pas forcément vous les montrer parce que j'ai trouvé que ça, c'était l'essentiel à vous montrer. C'est leurs observations, donc c'est intéressant parce que les Amérindiens, on n'imagine pas qu'ils faisaient de la géométrie. Si vous demandez à ChatGPT ou vous allez voir sur Wikipédia, la notion de géométrie, de mathématiques, pas du tout quelque chose d'envisagé, quoi. On voit plutôt les sages là-bas ou les chamans qui dansent avec des tambours et qui fument le calumet de la paix, etc. On ne les voit pas du tout avoir des notions de mathématiques et de géométrie. Et donc, moi, j'ai un petit peu creusé aussi. Et par exemple, ce que j'ai observé qu'ils n'ont pas repéré, parce qu'il faut juste avoir l'habitude de ces principes d'astrogéométrie, c'est comment est-ce que cette structure est orientée. Alors c'est dur à dire parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul mur droit. Et c'est une caractéristique sur beaucoup de structures amérindiennes. Elles sont souvent avec des courbes, mais il reste souvent un mur qui est bien droit. Donc du coup, le seul point de repère droit pour une orientation, c'est ce mur-là. Et donc je vous ai mis une mesure faite avec Google Earth, donc vous avez l'angle en bas, 78 degrés 70, donc ça c'est vu depuis le nord, mais si on le prend depuis l'est, ça fait 11 degrés 30. Et 11 degrés 30, ça fait une orientation, la pente d'un quintuple carré. Donc en fait, le petit côté c'est le nord-sud, le grand côté c'est l'est-ouest, et ça c'est un quintuple carré. Arc-tangente de 1 sur 5 en mathématiques si tu préfères. Voilà, donc ça c'est déjà rigolo parce que c'est des principes qu'on retrouve en Europe dans les mégalithes, c'est des choses qu'on montrait donc, Howard et qu'on observe un peu partout quand on se penche un peu sur la question. Bon, alors c'est qu'un exemple ici. Creusons un peu plus. Alors, les kivas que vous avez ici, là, hop, ça fait une ligne, et c'est très précis. Hein, je pense qu'on a une précision qui est excellente. Et c'est intéressant parce que, en réalité, je vous ai mis ici un axe est-ouest qui passe par l'intersection des deux lignes. Eh bien, l'angle est divisé en deux. Donc on a divisé ici l'angle en deux, c'est rigoureusement le même angle. Et du coup, on a un angle de 2 fois la pente de 1 sur 5, et ça nous fait 22,62, c'est donc l'ouverture de l'angle ici. Et ça, en géométrie, c'est connu comme étant un autre triangle de Pythagore, le 5, 12, 13, donc un deuxième triangle de Pythagore en nombre entier. Voilà, pour des Amérindiens, quand même, on commence à voir qu'ils ont des notions de mathématiques assez élaborées, quoi. C'était, alors, je vais en parler tout à l'heure, mais dans les kivas, c'est considéré comme étant des endroits où on se rassemble pour faire des rituels, pour faire des échanges de connaissances. C'est des lieux à la fois spirituels et scientifiques. Il y a un documentaire qu'on peut voir qui a été fait par Arte, je crois, qui est sur Internet. J'ai plus le titre. Et dans ce documentaire, bon, il y a des Amérindiens d'aujourd'hui qui viennent et qui en parlent, mais on sent qu'il ne leur reste pas encore, qu'ils n'ont pas toute la connaissance de l'époque, quoi. Il y a des choses qui se sont perdues. Mais c'est présenté comme des lieux de pratique de rituels, d'échanges, de connaissances, on va dire, ouais, spirituelles et scientifiques. C'est pas que de l'échange, que fumer de l'herbe et faire... c'est pas que ça.
même si dans le reportage, on voit que ça quasiment. Alors, au fait, ces archéologues, ils ont quand même, pour déduire leur géométrie, ils ont quand même fait des mesures. Et donc, ils ont mesuré sur Google Earth et sur le terrain. Et ils ont dit qu'entre leurs mesures Google Earth et terrain, il y avait peu d'écart. C'était de l'ordre de quelques centimètres. C'est intéressant qu'ils l'aient dit. Et donc, leur carré ici, donc ils donnent la mesure dans leur article, ça mesure 19 mètres 43. C'est leur carré base qui va servir à créer un rectangle d'or. Et après, ils ont fait un travail sur essayer de déduire la mesure de ce site. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, par contre, parce qu'ils ont arrivé à une mesure, ils ont dit, bah, il va y avoir un pied de 30 cm et demi, alors on pourrait dire, ouais, c'est intéressant, parce que c'est le pied anglais, par exemple, quasiment. Mais j'ai regardé comment ils sont arrivés à cette déduction-là, et ça ne me convainc pas, parce qu'ils sont arrivés par là en utilisant des fractions complexes, sans justifier ces fractions par de la géométrie et tout, et moi, je n'ai pas été convaincu par ça. Donc, je suis parti de zéro, j'ai pris leurs mesures et je suis parti de zéro pour essayer de recomprendre un petit peu les choses. Je vous montre juste quelques éléments curieux. Donc, du coup, si je développe mon rectangle d'or, je fais 19,43 fois le nombre d'or. Ce que je rajoute ici, déjà, c'est exactement 12 mètres. Du coup, la longueur de mon rectangle d'or, c'est 31,43 m. Si je le convertissais pour m'amuser en coudée royale, ça en fait 60. Peut-être que c'est du hasard. Voilà, pour l'instant, il faut considérer ça comme vraiment une coïncidence. Ou en mettre 10 fois le nombre pi, ça peut être du hasard aussi. Bon, bien sûr, s'ils ont dupliqué le rectangle d'or de l'autre côté, on a encore 12 mètres, logiquement. Donc la longueur totale, 43,43 m. Si je le convertis en coudée royale, ça fait 82,944 coudées royales. Ça ne dit rien à personne, ça, je pense. 82,944, c'est la valeur du yard mégalithique, mais en mètres. Ça veut dire qu'on tombe sur un nombre assez curieux, mais en coudée royale. Voilà, c'est un fait, hein, je parle de leurs observations. Gardons ça dans un coin. Je vous donne la conclusion de leur article quand même, c'est que dans leur article, ils terminent en disant que compte tenu des observations antérieures concernant les alignements solaires et lunaires, eh bien, ils expliquent que la planification du site du Temple du Soleil a fait appel à de l'astronomie et à la géométrie. C'est la conclusion de leur article. Enfin, voilà, c'est intéressant quand même l'article, parce que clairement, on est en plein dans ce qu'on évoque là. On évoque, clairement, on fait appel à l'astronomie et à la géométrie. Alors, je ne vous ai pas montré comment ils sont arrivés à créer des orientations solaires, parce que je n'ai pas trouvé encore les soi-disant explications solaires. Je suis en train de les chercher, parce qu'il y en a pas mal de publications sur le sujet, mais je regarderai pour être sûr de ça quand même. Mais eux, c'est leur conclusion. Donc, voilà pour ce petit temple du Mesa Verde, donc le temple du soleil. À quelques dizaines de kilomètres de ce temple, plus au sud, il y a un autre site vraiment majeur qui s'appelle Chaco Canyon. Alors, Chaco Canyon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il y a donc une archéo-astronome qui, à la fin des années 70, et pendant une bonne vingtaine d'années, et encore aujourd'hui, a entrepris un projet qui s'appelle Solstice Projet. Et il y a un site internet que vous pouvez voir où ils parlent de ça, où ils ont plein de vidéos, où il y a toutes leurs publications. Et donc, c'est extrêmement rigoureux. Ils ont étudié Chaco Canyon et toutes les structures environnantes, avec des outils d'archéoastronomes, de statistiques. Et donc, ils font tout un travail extraordinaire. Et donc, ce livre-là, c'est un des livres clés, quoi, donc Chaco Astronomie, de Anna Sofer. Et je vous ai mis à droite une des structures majeures de Chaco Canyon qu'on distingue ici, vous pouvez apercevoir là, une structure, donc une sorte de demi-cercle. Et en fait, dans ce canyon, il y en a plein d'autres. Il y en a une autre ici, voilà, que vous avez là, une autre là, et puis vous en avez encore sur le haut, là-bas, sur le plateau derrière. Et dans tout le secteur, sur plusieurs kilomètres carrés, en fait, il y a une quinzaine de grosses structures comme ça, qui s'apparentent à c'est pas des villes, parce qu'en fait, clairement, les études d'archéologues montrent que ce n'étaient pas des lieux où on vivait, que dans toute la région, au maximum, ils estiment, au vu des sépultures, au vu des restes qu'ils trouvent, qu'il y avait 2-3 000 personnes qui y vivaient. Et en fait, les constructions, elles pourraient accueillir, si on voulait y vivre, des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est très déroutant. Pour l'instant, les conclusions, c'est que c'était des lieux de rassemblement, justement, à vocation de rencontre, d'échanges spirituels, scientifiques. Et les gens venaient de très très loin, parce qu'ils retrouvent à l'intérieur des
objets, des graines de cacao, etc., qui viennent de centaines, voire milliers de kilomètres. Donc c'était un lieu où on venait de très très loin pour venir jusqu'ici. À l'entrée de ce canyon, à l'entrée de ce long canyon, il y a cette butte qu'on appelle la butte Fajada, qu'on voit des fois dans des films, dans des documentaires, parce que ça fait très photogénique. Et donc, c'est une sorte de butte de roche très caractéristique, et qui est vraiment à l'entrée du canyon. Et sur cette butte se trouve, pratiquement en haut, un phénomène géologique curieux, qui a été étudié par donc cet archéoastronome. Il y a des dalles de pierre dont on pense qu'elles sont tombées là naturellement, qu'elles se seraient affaissées d'au-dessus, elles sont tombées, elles se sont fichées comme ça dans le sol. Et ça crée un jeu de lumière assez curieux où, à certains moments de l'année, le soleil passe entre les pierres et du coup vient se projeter sur le mur qui est derrière. Et sur le mur derrière, en fait, il y a des symboles en spirale comme ça qui ont été faits. Et donc Anna Sofer, elle a étudié ça et elle a constaté qu'en fait, c'est au moment des solstices d'hiver, des équinoxes et des solstices d'été, eh bien, le rayon solaire venait pendant quelques minutes créer un faisceau lumineux sur ce schéma sous la forme d'une dague, on appelle ça le couteau ou une dague. Et donc c'est un phénomène curieux qui est vraiment très présent dans les travaux qu'elle a fait. Et il y a d'autres exemples dans d'autres structures où, comme ça, on utilise des sortes de pétroglyphes et il y a un jeu de lumière qui vient les mettre en évidence à certains moments. Là, je vous montre un petit bout de vidéo, en fait, justement extrait du travail de cet archéoastronome. Je vais vous le commenter en même temps parce qu'en fait, elle montre aussi que la Lune vient jouer un rôle là-dedans. C'est-à-dire que ce petit symbole en spirale, donc le Soleil avec les solstices, en fait, on a tous remarqué que le Soleil, au solstice d'hiver, il va se lever beaucoup plus au nord-est, et puis au solstice d'été, il va se lever beaucoup plus au sud-est. Donc il y a un battement du Soleil à l'horizon qu'on observe sur une année. Et pour la Lune, c'est un cycle plus long. On a un battement aussi, mais c'est un cycle de 18,6 ans. Donc en fait, ça, c'est le phénomène solaire ici qui est en image. Et ensuite, ils vont montrer que les levées de Lune à l'horizon vont créer un phénomène d'ombre. En fait, au moment où la Lune elle est à une phase, sa phase mineure ou majeure, je ne sais pas dans quel sens c'est positionné, eh bien, il y a un jeu d'ombre qui se crée et qui vient couper exactement la figure en deux. Et quand la Lune atteint son autre extrémité, le jeu d'ombre s'arrête alors à l'autre extrémité de la spirale. En fait. Donc sur le cycle de 18,6 ans, en fait. C'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont observé un phénomène et qui sont venus ensuite le marquer dans la pierre, un peu et quelque part, ils ont laissé ici une empreinte dans l'espace sacré, quoi. Ils ont sacralisé un espace qu'ils ont relié avec le Soleil et la Lune, avec un phénomène naturel qui a été identifié. Alors ça, c'est une carte de Chaco Canyon, extrait des publications de cet archéoastronome. Et donc, vous avez un schéma des principaux temples qu'on va trouver. Donc, le plus connu, c'est celui qui est tout en haut, Pueblo Bonito, qui fait un demi-cercle. Et puis, dans tout le secteur, il y en a un paquet. Et comme vous voyez, ils ont quasiment tous des courbes, et à part un qui est vraiment fait que de courbes, mais sinon on a des courbes et une structure en ligne droite. Et donc tous ces sites ont été étudiés par son équipe, et ils sont arrivés à la conclusion que les temples étaient orientés suivant l'équinoxe, donc elle donne des exemples, et également en tenant compte, vous voyez sur l'image qui est en bas, pas la dernière, hein, l'avant-dernière, elle n'est pas tout à fait à 90 degrés, où on devrait avoir un lever de soleil à l'est. Elle est légèrement décalée, mais c'est parce que là, dans cet exemple-là, il y a un relief qui gêne devant, et donc on a tenu compte du relief, et donc le temple est orienté en tenant compte du relief. Il y a donc aussi des orientations en fonction du solstice, mais également en fonction des lunes mineures, essentiellement, et des lunes majeures ici. Avec cette photo qu'on a aperçue tout à l'heure, ça c'est un lever de lune mineur, je crois, donc dans un alignement de fenêtres, dans un temple en fait. Le Pueblo del Arroyo. Et donc, elle a étudié comme ça tout un tas de phénomènes et elles sont arrivées à force à la conclusion qu'il y avait une volonté de tenir compte des phénomènes solaires et lunaires, et notamment le cycle de la Lune. Et donc, pour justifier tout ça, ils ont fait des relevés de terrain au théodolite, ils ont modélisé de manière statistique pour voir si c'était possible que ça se fasse par hasard, et ils arrivent à la conclusion que non, c'est trop significatif pour être du hasard. Alors, Pueblo Bonito, donc le temple principal, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez une photo aérienne qui est sympa.
Donc c'est presque un demi-cercle, avec à l'intérieur plein de kivas. Voici des photos à quoi ça ressemble de près. Vous voyez bien, c'est maçonné, c'est pas comme au Pérou, c'est pas des blocs ajustés au millimètre, mais c'est relativement haut. C'est un travail, voilà, c'est quand même du boulot, quoi. Voici le vu d'une kiva, par exemple, vue de l'intérieur. Alors dans celle-ci, par exemple, les petites niches que vous avez ici, il y en a 28. C'est pareil, 28, c'est un nombre qui est intéressant, parce que c'est souvent lié au cycle de la Lune, par exemple. Mais il faudrait creuser ça en détail pour approfondir pourquoi est-ce qu'on a mis 28 niches ici, quoi. Bon, alors, à Chaco Canyon, je vais vous montrer quelques éléments de géométrie et de métrologie. Donc ça, c'est une vue aérienne. La kiva, la plus grosse, c'est celle où j'ai mis un pointeur ici. Quasiment dans toutes les structures, il y a une kiva. Des fois, il n'y en a qu'une seule. Et sinon, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que les autres. Donc j'ai mis un pointeur ici, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc là, ma photo, elle est orientée nord-sud. Donc en fait, vous remarquez, je pense assez rapidement que le mur ici, ça c'est le mur qui est orienté sur l'équinoxe, donc d'est en ouest. Donc ce mur, il s'arrête, hein, il démarre au coin là-bas, et puis ensuite, il y a une interruption. Et puis vous avez un autre mur qui part, mais qui n'est pas tout à fait est-ouest. Donc la longueur, alors. La longueur mesurée avec Google Earth. Je ne l'ai pas fait avec... je ne suis pas allé sur place. Mais j'ai une bonne expérience des mesures sur Google Earth. Je ne pense pas que je me trompe de plus de 20 cm. Parce que j'ai fait des tests sur les bâtiments quand on les voit très bien. C'est à peu près la marge d'erreur, 20 cm, plus ou moins 20 cm. Donc d'est en ouest. Ce mur-là, ici, lui, ben, évidemment, il est perpendiculaire, donc c'est un mur nord-sud qui mesure 96 mètres. Donc déjà, le premier constat, normalement, ici, 96 divisé par 80, ça fait 6 sur 5. Mais en fait, ça fait 96 sur 80, c'est un rapport 6 sur 5. Donc c'est des nombres entiers. Mais si je me contente de cette première partie du mur, sans aller jusqu'au bout, et que je prends vraiment le début, ici, j'ai 64 mètres. Et donc 64 sur 96, ça va faire 2 tiers. Donc ça ne va pas s'afficher parce que j'ai un bug. Donc vous avez de nouveau un rapport en nombre entier simple, 2 tiers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les nombres qu'on a vus, 64, 80 et 96, ben, c'est des puissances de 2 assez simples en fait, hein. Voilà, c'est des compositions avec des puissances de 2. Et évidemment, c'est en mètres. Alors c'est curieux parce que c'est des nombres qui ont l'air pensés en mètres quand on les mesure comme ça. Enfin, ben, effectivement, la hauteur de cette enceinte, si je viens la rabattre avec un compas ou une corde comme on veut, et bien, en fait, on vient épouser en fait, le reste de la structure. Donc en fait, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables de faire un beau demi-cercle que le demi-cercle est un peu biscornu. On voit clairement qu'en fait, il y a clairement une géométrie. Sur la partie gauche, on utilise un module géométrique avec des nombres entiers, assez simples. Et sur la droite, on a vraiment une partie où on voit bien qu'il y a, par contre, eh bien, la volonté de créer un quart de cercle. Donc c'est pas parce qu'ils ne savaient pas faire un demi-cercle. Je vous montre maintenant un petit extrait vidéo, pareil, qu'on trouve sur le site Solstice Project. Vous allez voir comment Anna Sofer et son équipe ont interprété la géométrie de manière simple et très pertinente. Donc il montre la structure vue du ciel, et hop, il me montre en fait, c'est une structure qui s'intègre très bien dans une spirale. Et c'est vrai, puisqu'en fait, les nombres qu'on a vus au départ, 2 tiers, là, le rapport 2 tiers, c'est le début de la suite de Fibonacci, hein. On commence par 2, 3, 5, 8, et ainsi de suite. Voilà, eux, c'est leur point de vue, quoi. C'est l'usage, clairement, pour eux, du nombre d'or dans cette géométrie. Donc voilà, je vais vous montrer quelques éléments qui suggèrent clairement qu'après le bonito, ben, on fait aussi de la géométrie. C'est pas un truc construit à l'arrache, même si ça a l'air biscornu. Et j'ai voulu mesurer sur Google Earth sur des distances courtes. Comme j'ai une incertitude d'environ 20 cm, j'ai dit bon, ça va être compliqué de faire des mesures sur les kivas, savoir combien elles mesurent. Donc j'ai choisi une autre méthode. J'ai en fait triangulé entre toutes ces structures, donc dans le secteur, il y en a une quinzaine, et je suis parti à chaque fois de la kiva principale, donc du centre de la kiva principale, qui est la plus grande. Et j'ai tracé des lignes entre chacune des kivas. Donc si j'en ai 13, et ben ça me fait 13 fois 6, ça va me faire 78 mesures possibles. Et donc je les ai toutes archivées avec un programme. Donc ça crée plein de lignes. Là j'en ai mis que quelques-unes, mais ça va créer donc 78 lignes entre tous les points, tac, 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 tac. Et ensuite avec Yann, peut-être vous connaissez, qui intervient
qui est intervenu sur ta chaîne, notamment Hervé, Yann. Voilà, Yann. Et donc, il est venu aussi à Issoire et il a fait aussi une présentation. Et donc, Yann, un jour, on discutait et il est passionné par le code Python. Et je lui ai dit, tu ne pourrais pas m'aider à faire un code? Et il a dit, ah ouais, si, tout de suite, envoie-moi ton projet. Et 2 jours après, il m'avait envoyé le truc. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yann? Ce que je voulais, je lui ai dit, bon, imaginons, j'ai un ensemble de mesures que j'ai fait sur des monuments, comme ça, entre des monuments. Et je voudrais que tu me fasses un outil qui simule tous les monuments, on les répartit au pif sur la carte, dans le même secteur. On les met au pif. Et on fait ça 10 000 fois. Et on mesure les distances, et on va chercher des multiples en nombre entier de ces distances. On voit s'il y a des multiples redondants. Donc, par exemple, sur des distances comme ça, on va chercher des mesures qui vont faire entre 100 et 500 mètres, qui correspondraient à ce qu'on appelle un stade. Parce que ça correspond à une échelle de longueur. Dans l'Antiquité, sur des distances courtes, on mesure en coudée ou en pied. Puis dès qu'on s'agrandit un peu, on passe à une autre échelle, on dit on va mesurer en stade. Puis après, on va mesurer en lieues ou en milles. Ce n'était pas le même système que nous. Donc là, sur l'échelle du terrain, ce qui était pertinent, c'était de chercher des mesures correspondant à un stade. Donc on a pris une largeur de 100 mètres à 500 mètres, et on va chercher des multiples au nombre entier d'une mesure qui est redondante et qui revient ici. Et donc son outil, il compare la réalité avec 10 000, 100 000 ou 1 million de simulations aléatoires si on veut, et il fait des calculs de statistiques pour voir si c'est pertinent ou pas. Donc il est arrivé à la conclusion, il nous sort cette distance sont des multiples de 209,4 mètres, pour le mettre entre parenthèses, soit 400 coudées royales égyptiennes. J'ai mis en dessous une valeur qui s'appelle p-value, c'est probabilité critique. Alors comment on définit ça? En fait, dans toutes les simulations qu'on a fait avec le programme, vous avez, ça se répartit sur une courbe de Gauss, et donc le hasard, il en donnait 1,7. C'est-à-dire que quand je fais plein de simulations, en moyenne, j'ai entre 1 et 2 fois un multiple de 209,4 mètres sur 10 000, 100 000 ou 1 million de simulations. Et la ligne verte que vous avez à la verticale, c'est ce qu'on appelle une probabilité significative, qu'on peut lire dans des documents scientifiques, c'est marqué p-value 0,05. Donc là, c'est quand ça commence à être intéressant. Et ici, en fait, quand on arrive à 7, on est beaucoup plus loin dans la courbe, et donc là, ça devient très significatif. D'où après le chiffre qui est donné par le logiciel, le p-value 0,0001. Donc ça, quand on tombe sur des choses comme ça, c'est quand même assez intéressant parce que le hasard ne nous le donne pas. Il faut faire des millions de simulations pour y arriver. Et donc voilà, je vous mets l'exemple en fait, des distances qu'il a trouvées, les différents multiples. Mais là, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est des distances en direct, sans tenir compte des angles et de la géométrie. Voilà, c'est les mesures directes. Et on pourrait s'imaginer que ça peut encore être de la chance, mais je vais vous montrer un exemple, cette fois-ci, qui est différent, qui est en géométrie, et qui du coup nous amène petit à petit à rejeter vraiment le facteur coup de peau. Ça, c'est donc la fameuse Pueblo Bonito ici, et puis en face, il y a vraiment une des plus grandes kivas du secteur, voilà, qui se trouve là-bas, Casa Riconada. Et donc, avec Google Earth, on peut assez facilement mesurer et l'angle et la distance avec une très bonne précision. On est à plus ou moins 50 cm ou 1 mètre au maximum. Donc voici donc, les 2 points. Vous voyez, j'ai mis les pointeurs. On fait les mesures comme ceci. Et on trouve une distance, j'ai mis 641 mètres. Une géométrie, c'est un quintuple carré, cette fois-ci orienté nord-sud. Tout à l'heure, c'était un quintuple carré orienté est-ouest. Et là, alors, du coup, le côté mesure 628 mètres. 628 mètres, ça fait 1200 coudées royales égyptiennes. Et du coup, là, 628, c'est aussi 2 fois 314 mètres aussi, si vous voulez. Donc en fait, on voit bien on retrouve un peu les nombres qu'on a vus tout à l'heure sur le temple du soleil, en fait. Et également sur un quintuple carré. Alors cette mesure de 209 mètres,4, est-ce qu'elle existe quelque part en Amérique du Sud? Ben oui, parce que c'est pas tout à fait chez les Amérindiens, mais quelques 1000 ou 2000 km plus au sud, chez les Aztèques, il y a les premiers colons qui sont arrivés, qui ont eu des échanges avec les Aztèques, rapportent ici, dans cette étude-là, qu'on trouve sur une revue d'archéologie, donc sur le site Percé en ligne. Et donc là, l'historien qui étudie ça, il rapporte que les colons constatent que les Aztèques utilisent une perche qui fait 2 mètres, 9 cm,
5 mm plus ou moins 1 mm. C'est ce qui est donné dans leur document. Et donc, c'est exactement 4 coudées royales, en fait. Et ça, donc, du coup, là, pour le coup, c'est un étalon qui était utilisé dans les champs pour arpenter les champs. Et donc, ils avaient des repères, ils savaient qu'ils avaient mesuré avec les mesures espagnoles, qui étaient à l'époque, qui s'appelait la vara espagnole. Donc, ils avaient fait la conversion entre la vara espagnole et les mesures des Aztèques. Donc là, quelques milliers de kilomètres, mais en fait, c'est rien, quelques milliers de kilomètres, parce que les Chaco Canyon, les gens, ils venaient de très très loin. Il pouvait y avoir 2000 kilomètres entre les objets qui ont été retrouvés de Chaco Canyon et leur provenance d'origine. Donc, ouais, il existe en plus au moins un exemple d'étalon aztèque qui mesure qui nous donne ces fameuses mesures de coudée royale. Alors, on arrive sur les derniers sites qu'on va étudier, donc les plus anciens, donc Caney Moon et Poverty Point. Bon, ils sont assez peu connus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est plutôt des tumulus, là. On n'a pas de structure en pierre, c'est de la terre, et ça fait des bulles de terre. Et à Poverty Point, ici, vous voyez, il y a même des sortes, comme s'il y avait un amphithéâtre, voilà, avec des sortes de monticules de terre qui ont été faits en demi-cercle, concentriques. Donc ça, c'est une vue du gros tumulus qu'on a ici, vous avez en haut, là. Je vous montre une vue au sol. Donc au niveau de l'échelle, pour vous donner un repère, ça fait environ 22 mètres de hauteur pour à peu près 200 mètres, quoi, si on fait le tour. Donc c'est quand même assez gros. Et donc ça a été fait de mains d'hommes ou d'animal, je ne sais pas, ou de machines extraterrestres, j'en sais rien. Mais voilà, donc, et là pareil, Poverty Point, il y a tellement d'objets qui ont été retrouvés que ça suggère que les gens venaient d'ici sur des longues distances également, puisqu'ils ont retrouvé des objets qui viennent d'environ 1600 km pour les plus éloignés, donc du cuivre, des microlithes, et des pointes de flèches qui viennent des montagnes très très loin, quoi. Et donc ces matières premières étaient déjà importées en moins 1730 au minimum, d'après les données archéologiques. Voici quelques exemples d'objets qui ont circulé, qui sont venus jusqu'ici. Ça ressemble pas mal aux haches néolithiques qu'on va trouver en Bretagne notamment, hein, c'est un peu les mêmes principes. En voici un schéma, voilà, une tentative de reconstitution sous forme de schéma. Ça, c'est une étude qui est faite par des archéologues, des ingénieurs, plutôt pour comprendre comment ils ont fait les buttes. Et en fait, quand ils ont étudié la nature de ces buttes, ils ont été sidérés en fait par la façon dont ça a été fait. Parce qu'en fait, il y a eu un mélange de matériaux qui a été utilisé, de manière à ce que ça soit extrêmement peu sensible à l'érosion, parce que c'est des zones très arrosées. Et l'assemblage des matériaux constitue quasiment, sous l'herbe qu'il y a, en fait, c'est quasiment une sorte de béton moderne qui résiste extrêmement bien donc à l'érosion. Et les archéologues et ingénieurs de bâtiments qui ont étudié ça, j'ai mis en rouge quelques passages, mais sur ce qu'ils disent, loin de la simplicité de la vie parfois décrite dans les livres d'anthropologie, ces premiers peuples autochtones étaient des ingénieurs hautement qualifiés, capables de construire d'énormes structures en terre en quelques mois, voire quelques semaines, et qui ont résisté à l'épreuve du temps selon les résultats. Ensuite, il ajoute, entre la vitesse de l'excavation et de la construction et la quantité de terre déplacée, ces données nous montrent des autochtones venant sur le site et travaillant de concert. Ceci en soi est remarquable car les chasseurs-cueilleurs ne sont pas censés être en mesure de faire ces activités. Semblables au béton romain ou à la terre battue en Chine, les Amérindiens ont découvert des moyens sophistiqués de mélanger différents types de matériaux pour les rendre pratiquement indestructibles, bien qu'ils ne soient pas compactés. Il y a là une magie que nos ingénieurs modernes n'ont pas encore été en mesure de comprendre, voilà, a déclaré la personne qui a conduit cette étude, quoi. Donc là, vous avez deux vues intéressantes. Alors, à gauche, c'est pareil, c'est un schéma synthétique, une tentative de reconstitution qui est faite, qu'on trouve sur Wikipédia, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a donc des petits tumulus, là, un autre ici, un autre là-bas. En fait, il y en a d'autres encore plus au nord et plus au sud. Et à droite, là, c'est donc une figure extraite de la publication dont m'a parlé Simon Ferrando quand il m'avait appelé. Donc j'ai retrouvé la publication d'origine, je suis allé lire l'article de cet archéologue, et cet article est vraiment passionnant, parce qu'il a passé du temps, plusieurs années, à étudier plusieurs sites de tumulus dans la région, et il est arrivé à une conclusion que je vais vous faire découvrir. Je vous montre déjà cette personne, John Clark. Clairement, le cœur de son étude, c'est de dire que ces gens-là
ont utilisé pour disposer leurs monuments entre eux un système d'arpentage à base de triangles équilatéraux, de côtés mesurant 346,5 mètres, mais dont il y a un système d'implantation plus petit qui est 86,6 mètres. Et il dit ça, on le retrouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, et il montre sur son article, à partir des relevés topographiques, il montre comment ça se structure, etc. Et il descend même plus loin, puisqu'il descend même dans l'Empire Maya, où il observe sur certains temples les mêmes choses. Donc je vous montre quelques exemples tirés de sa publication, donc en fait où il organise l'espace à partir des différentes zones de tumulus. Donc il a fait des cartes topographiques extrêmement précises, qui ne sont pas faites avec Google Earth. Et donc voilà, il fait ce travail-là, donc c'est pour illustrer un peu ça. Je vous montre à Poverty Point, c'est là où il montre un truc très intéressant. Il montre comment cette chaîne de triangles, elle vient rejoindre le tumulus qui est le plus au sud ici, Lower Jackson, et Motley Mound plus au nord. Et donc il montre comment en fait, ces structures triangulaires viennent organiser l'espace, et trianguler l'espace, c'est ce qu'on a utilisé pour mesurer la Terre au XVIIIe siècle. Les savants faisaient la triangulation de montagne en montagne pour faire des mesures longue distance et en déduire la taille de la Terre. Et là, clairement, dans son travail, ce qu'il suggère, c'est qu'il y a 4000 ans, les Amérindiens qui vivaient là-bas, de manière quasiment identique avec les Amérindiens du XVIe, XVIIe siècle, ils faisaient ça déjà. Ils faisaient de triangulation et ils avaient un module métrique. Alors ça, c'est toute une vue de Poverty Point que j'ai tournée. Hop, je l'ai mis sur le côté, parce que c'est plus facile pour illustrer l'image. Donc du coup, le nord est à droite et le sud est à gauche. Et ça, c'est une image qui est faite avec un lidar, donc vue du ciel, pour effacer la végétation et bien voir les tumulus qui sont marqués en blanc. Donc ici, un gros tumulus, il y en a un tout petit là-bas, en fait, où ils ont aussi trouvé une cache d'objets. Et donc, j'ai trouvé cette image et j'ai choisi de l'étudier non pas avec les triangles, mais plutôt avec la méthode des carrés pour voir ce que ça donne. Donc, je vous affiche, par exemple, ces 4 tumulus-là, qui sont sur une ligne sud-nord ou nord-sud, comme vous voulez. Donc déjà ici, on a un ensemble de tumulus sur un méridien. Alors, ici, j'avais essayé de comprendre si on pouvait mettre tout ça sur une grille. Et donc, ça ne passait pas sur une grille. Par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'un quadruple carré du principal tumulus, là, pouvait venir jusqu'à celui-ci, et la base carrée, en fait, ici, hop, il y a un autre point ici. Donc en fait, l'écart entre les deux premiers donne quasiment la mesure de base du quadruple carré qui vient jusque-là. Mais ensuite, de l'autre côté, ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas rejoindre l'autre côté. Parce que l'écart entre les deux ici, là, c'est pas bon. Par contre, j'ai fait juste une permutation toute simple. Je suis venu mettre ça ici. Et mon quadruple carré de l'autre côté. Et là, ça fonctionne, par exemple. Voilà, c'est un exemple d'autres interprétations géométriques, mais c'est basé sur les mesures qu'il a utilisées. Parce que si je prends des chaînes de triangles, je peux aussi faire des chaînes de carrés. Il suffit que je mette mon triangle dans les carrés. Je peux utiliser d'autres formes géométriques. Je ne suis pas obligé de prendre des triangles. Et l'avantage des carrés, par rapport à des chaînes de triangles, c'est que c'est un système qui est pratique si on veut créer des angles à base de systèmes. Par exemple, on dit, voilà, je vais faire un angle qui avance de 5, qui monte de 2. Un angle qui avance de 25, qui monte de 17, par exemple. C'est une méthode pour créer des angles qui va être plus simple à utiliser que des triangles, en fait. C'est pour ça que je voulais en revenir à l'usage des modules carrés qui ont été découverts par Howard en Bretagne. En fait. Et John Clark, lui, il n'a pas connaissance, je pense, de ce travail-là, donc il est parti sur une figure simple, qui est le triangle équilatéral, qui est effectivement une figure simple, on ne peut pas lui enlever ça. Quoi. Sur un autre des sites qu'il a étudié, donc j'ai trouvé une carte qui est faite avec une grande précision. Vous voyez, c'est donné, la carte, en gros, les contours sont donnés à une précision de 60 cm. Et donc sur une carte qu'il a étudiée aussi, où il a positionné des triangles équilatéraux, moi, j'ai enlevé ces triangles et j'ai mis des carrés en utilisant la même dimension. Donc déjà, premier constat, la ligne que vous avez en noir, c'est est-ouest. Donc les deux gros tumulus là, d'est en ouest. Ici, ce carré, en fait, je l'ai mis à la place d'un triangle qu'il avait installé. Et donc ce carré, la diagonale mesure son système de mesure qu'il a découvert, lui, 346,50 m. Et puis j'ai essayé de compléter l'image, comme ceci. Donc avec un triple carré qui ici, du coup, vient intégrer le point du haut. Et enfin, je ferme la figure géométrique avec un double carré ici. Donc on peut aussi, je pense, en partant de sa mesure, retrouver en fait, avec des modules comme ceci, qui sont plus ce qu'on connaît, nous, en ayant étudié les mégalithes,
et qui n'est pas du tout incompatible avec son travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui sont habitués à des nombres, comme les nombres de la Lune, 346,5 mètres en astronomie, c'est ce qu'on appelle l'année draconitique, un nombre de jours qui sert à prédire les éclipses. C'est le cycle draconitique. 173,2, c'est la moitié. Ça pourrait aussi être la demi-année draconitique, mais c'est aussi 100 fois la racine de 3 en mètres. Et ça nous amène en fait à comprendre. Alors, la mesure en haut, elle découle en fait de la géométrie globale, donc c'est 122 mètres, c'est lié à la géométrie de départ. Mais ça nous amène à comprendre que John Clarke, il n'a pas percuté que ces triangles équilatéraux avaient un secret. Et donc, le secret de ces triangles équilatéraux, le voici. Si lui, il part d'un triangle dont la base est 86,60 mètres, un triangle équilatéral, quelle est la hauteur du triangle? Roulement de tambour, 75 mètres. Mais quel est le diamètre du cercle qui passe par les 3 points? 100 mètres, voilà, par exemple. Du coup, le périmètre du cercle, 600 coudées royales. Et donc, ça fait quelques années que j'avais lu cet article-là. Je me suis dit, un jour, il faut que j'en parle un petit peu. Alors, je l'ai fait assez léger, pour pas qu'il y ait trop d'informations, parce qu'en fait, il y a plein de choses à dire, et il faudrait pouvoir passer plus de temps. Donc là, je vous ai présenté des éléments de recherche, on va dire, préliminaires, entre guillemets, parce que je suis à peu près sûr de ce que je vous présente. Mais il y a d'autres choses encore à montrer, et je ne voulais pas y passer trop de temps non plus. Je vous ai montré l'essentiel pour donner envie d'aller plus loin, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que les peuples autochtones amérindiens, qui n'avaient pas d'écriture, malgré tout, semblent avoir pratiqué ce qu'on pourrait appeler être l'astrogéométrie, clairement. Ils utilisent de l'astronomie, de la géométrie, ils ont des unités de mesure, et ils les utilisent. Et purée, est-ce qu'on voit les Amérindiens avec des coudées, des trucs gradués? Non. Pourtant, tout indique qu'ils étaient capables de faire des choses comme ça. Et du coup, l'exemple est vraiment fascinant parce que aucun texte, aucun témoignage oral nous rapporte tout ça. Pourtant, tout ça, c'est factuellement, quoi. Anna Sofer, il n'y a pas Les Amérindiens, oui, ils parlent du soleil et de la lune, tout ça, etc. Mais ils ne disent pas qu'ils ont orienté les temples comme ça. Ils ne parlent pas de tout ça. C'est comme si il y avait peut-être peu de gens qui étaient au courant, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette connaissance n'a pas du tout fuité, quoi. Et alors, pas du tout. Et c'est pareil avec les Incas. Les Espagnols ont posé plein de questions aux Incas. Jamais les Incas leur ont expliqué un certain nombre de choses. Le Machu Picchu, c'était gardé secret, quoi. Ils n'ont jamais parlé du Machu Picchu, et les Incas l'ont cherché pendant longtemps. Ils savaient que ça existait, mais où c'était? Mystère, quoi. Donc, de toute évidence, oui, je pense que les principes clés de l'astrogéométrie étaient connus et employés par les Amérindiens. Ils disposaient de toute évidence d'un système de mesure qui semble étroitement être lié quand même à la coudée royale égyptienne, ce qui est complètement loufoque, hein, on est d'accord, et le maître, évidemment. Mais pour moi, c'est plus une surprise. C'est plus une surprise, ça devient presque banal, parce que finalement, quand j'ai commencé à faire ces recherches il y a une douzaine d'années, c'est suite au film de Patrice Poyat, La révélation des pyramides, où dedans il montre un fait qui était peu connu mais qui datait des années 50, qui était qu'il y avait une relation entre le maître et la coudée royale et le cercle et le nombre pi. Et cette relation, elle était tellement étonnante que si cette hypothèse-là était vraie, on devait trouver plein d'exemples qui pouvaient montrer qu'effectivement, il y a une connaissance ancienne de ces mesures-là et qu'elles étaient importantes, qu'elles auraient circulé. Du coup, c'est vraiment... moi, j'étais parti dans l'idée que si c'est vrai, ok, je dois pouvoir le passer à l'épreuve d'autres monuments, d'autres civilisations. Voyons voir si cette hypothèse tient la route, quoi. Et en fait, je n'ai fait que retomber dessus. Et ici, il n'y a aucune mesure que j'ai fait moi-même, quoi, hein, quasiment. Les mesures que je vous donne, c'est celles qui ont été faites par les spécialistes. Moi, j'ai mesuré avec Google Earth, juste là, vous avez vu, entre la Kiva de Pueblo Bonito et une autre. Mais les autres mesures entre les sites, c'est automatisé par le programme. Je mets juste le point GPS. Hein, du coup, je ne tire pas les fils, non, je mets le point GPS et c'est le programme qui va chercher qui calcule. Et donc, voilà, c'est quasiment plus une surprise, on va dire, mais je pense que c'est la première fois que vous entendez parler de ça, c'est-à-dire qu'éventuellement, les Amérindiens, on ne sait pas trop par quel moyen, ont été en connaissance de ces mesures-là, et du coup, en plus, ça a duré, quoi, parce qu'on est passé de moins 3007 au Moyen-Âge, quoi, les constructions les plus récentes. Donc, c'est une piste intéressante, et
Et pour ça que je disais, c'est peut-être le dernier peuple à avoir pratiqué de l'astrogéométrie, peut-être. Et voilà, quoi. Et donc, je termine en remerciant Jean-Pascal et Valérie pour l'organisation et l'invitation. Je vous remercie aussi de votre attention, parce que quand même, c'est un exploit d'avoir tenu toute la journée. Et voilà ce que je pouvais vous livrer là, sans que ce soit trop intense, quoi. Et je m'en arrête là. Merci à vous.